Bonsoir à tous, mercredi 30 janvier, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Les Yvelines ne sont plus en alerte orange à la neige et au verglas. Après le passage de la tempête Gabrielle, le département se remet doucement des intempéries. Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité cette nuit, mais le courant est revenu peu à peu dans la journée. Immersion au sein d'une opération menée par Enedis. Une période forcément difficile pour les automobilistes avec une vision réduite et des chaussées glissantes. Quel comportement adopter pour éviter les mauvaises surprises? Nous poserons la question à Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. Et on compte 4 millions d'adeptes en France. La tendance du e-sport s'empare aussi du territoire yvelinois. Dans le département, de nombreux fans, des clubs d'entraînement et des compétitions. Dernière en date, le tournoi Hearthstone le week-end passé à Versailles. Le département qui s'est donc levé ce matin avec un épais manteau blanc. Il est tombé de 5 à 10 cm de neige dans la nuit et même jusqu'à 15 cm localement. Météo France qui a levé l'alerte orange depuis ce matin 6 heures. Les Yvelines restent tout de même en vigilance jaune avec des phénomènes de verglas qui pourraient se produire. Cette nuit, le mercure devrait de nouveau descendre avec des températures négatives de moins 3 degrés annoncées. Saint-Quentin-en-Yvelines sortira ses engins de salage à partir de 4h30. Et d'ailleurs, la préfecture des Yvelines a de nouveau interdit pour la journée de demain jeudi la circulation des transports scolaires. La neige, mais aussi les rafales de vent de la tempête Gabrielle ont causé de sérieux dégâts dans le département. On recense environ 70 interventions de forces de l'ordre et pompiers des Yvelines. Des chutes d'arbres ont également affecté le réseau d'électricité. Au plus fort de la crise, 7200 foyers yvelinois ont été privés de courant. À 17h, 300 habitations étaient encore concernées. 30 agents d'Enedis ont donc profité de cette journée pour assurer le retour à la normale. Exemple avec cette opération à Orphin en début d'après-midi, suivie par Manon Varaldo et Mélanie Poquet. Nous sommes actuellement à Orphin, commune touchée par les coupures d'électricité suite à la tempête Gabrielle. 2 des câbles de moyenne tension sont tombés cette nuit. Les équipes d'Enedis sont sur place. 7200 personnes étaient coupées d'électricité à 4h du matin. Quelle est la situation à la mi-journée ? À la mi-journée, nous avons dans les Yvelines encore 850 personnes qui sont privées d'électricité, ce qui veut dire qu'on a rétabli la très grande majorité de nos clients. Déjà ce matin, 75% des clients avaient retrouvé l'électricité. Actuellement, 2 de vos employés sont en train de réparer les 2 câbles tombés cette nuit. Quelles sont leurs actions? Qu'est-ce qu'ils font? Nos agents sont arrivés sur place le plus vite possible pour mettre en sécurité la zone. Et réparer les câbles dans les plus brefs délais avec tout un matériel adapté à cette situation. Et quelle est la durée d'une telle intervention? Alors cette intervention dure en moyenne autour de 3 heures, le temps justement de mettre la zone en sécurité, de monter sur les poteaux à l'échelle afin de reconnecter les câbles cassés et de remettre le courant pour l'ensemble des clients concernés. Est-ce qu'il y a des risques? Alors évidemment, nous tenons à rappeler qu'il ne faut absolument pas s'approcher des câbles électriques tombés au sol. Restez bien à distance, éloignez vos enfants de ces câbles. Nos équipes arrivent sur place et interviennent le plus vite possible pour mettre en sécurité nos installations et réparer le courant. 30 techniciens d'Enedis sont actuellement en intervention dans toutes les Yvelines. Le courant devrait être rétabli d'ici ce soir. Des opérations de rétablissement de courant forcément bienvenues pour les Sud-Yvelinois après une nuit difficile. Écoutez à ce propos une habitante d'Orphin interrogée sur place également par Manon Varaldo et Mélanie Poquet. Pas allumer la télé, le petit, à la maison il voulait voir les dessins animés. Moi j'avais plus de batterie sur mon portable, donc je peux plus appeler, je peux pas charger mon portable. Donc s'il y a une urgence, je suis pas joignable. Après c'est vraiment le frigo aussi, le congélateur. Là j'ai peur que tout ce qu'il y a dedans, que je dois jeter ou pas, je sais pas. Et la neige a forcément créé des perturbations aussi sur les réseaux des transports. Préventivement, la nationale 118 a été fermée toute la nuit. Elle a rouvert dans le courant de l'après-midi. Les poids lourds interdits de circuler sur les grands axes. 910 camions ont été stockés le long des voies du département, comme vous le voyez sur ces images prises ce matin sur l'autoroute A12. Et des problèmes également dans les transports. Les lignes N et U du Transilien fortement ralenties aujourd'hui. Le RERC ne circulait plus ce matin à Saint-Quentin-en-Yvelines ni sur l'axe Versailles-Chantier-Massy
Palaiseau en raison d'arbres tombés sur les rails. La circulation a repris dans la journée. Enfin, du côté des bus, de nombreuses lignes ne circulaient pas ce matin sur le réseau Skibus, mais un retour à la normale est intervenu au cours de cet après-midi. Jean-Yves Petit est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. L'hiver, forcément une période difficile pour les automobilistes. Vous allez nous donner quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises. Est-ce que le premier conseil déjà à donner, c'est de dire, dans la mesure du possible, éviter de prendre votre véhicule quand il neige et quand il y a du verglas sur la route ? C'est évidemment ce que j'allais vous dire en premier, donc vous me l'ôtez de la bouche. Si on peut éviter de prendre le volant, oui, bien sûr, tout le monde le sait. Et puis, a priori, enfin surtout pour les motards, bien évidemment. Mais eux, on les voit pas trop circuler quand il y a des tempêtes de neige. Mais il est vrai que moins on sort, quand il y a des épisodes comme ça, plus sûr c'est. Et si on est obligé de prendre son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail parce qu'on n'a pas d'autres solutions de transport, le comportement à adopter sur route. Quand il y a de la neige, ça glisse. Donc levons le pied, allons moins vite et augmentons les distances de sécurité. Je crois que c'est essentiellement ça. Est-ce que pour rouler en cette période, il faut obligatoirement avoir des pneus neige, pneus hiver? Est-ce que c'est un plus? Alors oui, c'est un plus, évidemment. Alors chez nous, comme les épisodes neigeux sont quand même assez rares, c'est peut-être pas forcément indispensable, mais il est évident que c'est un plus. Si les gens peuvent changer leurs pneus, tant mieux. Mais maintenant, les routes, je pense, dans notre département, sont suffisamment bien entretenues. On l'a vu aujourd'hui, la préfecture et les collectivités avaient pris les mesures pour saler, sabler. Donc moi, je n'ai pas entendu parler de problèmes importants sur les routes. Les nouvelles opérations sont d'ailleurs prévues dans la nuit prochaine. Oui. Une nécessité, on le dit au début de chaque hiver, c'est d'être aussi visible sur les routes l'hiver, puisque les journées sont plus courtes. Il faut avoir des feux qui fonctionnent très bien sur sa voiture. Bien sûr, ça c'est pas lié à la météo, bien sûr, mais c'est lié aux périodes de nuit plus longues. Il est évident qu'il faut être bien vu et bien voir. Et être bien vu, ça concerne beaucoup les piétons, puisqu'il y a de nombreux accidents de piétons et de cyclistes qui sont mal vus la nuit et pas éclairés, et qui se font malheureusement renverser par des voitures. On a compris, le maître mot, c'est la prudence. Alors on va profiter de votre présence, Jean-Yves Petit, pour parler d'un autre sujet, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens et sans séparateur central, une mesure assez impopulaire depuis sa mise en place le 1er juillet dernier. Lundi, le Premier ministre Édouard Philippe a dressé un premier bilan après 6 mois. 116 vies ont été épargnées sur ces routes depuis juillet. Une mesure qui marche du coup, Jean-Yves Petit. On sait que vous étiez pas forcément convaincu sur l'efficacité au tout début de la mise en place de cette mesure. Alors c'était ce que j'avais dit effectivement l'année dernière sur votre plateau. Maintenant, pour revenir d'une façon un tout petit peu plus générale sur le 2018, la baisse du nombre de tués sur les routes et d'ailleurs du nombre de blessés, du nombre d'accidents, d'une façon générale, avait commencé dès le début de l'année. Ça n'a pas commencé au 1er juillet. Puisque depuis 2015, il y a eu quand même pas mal de mesures qui ont été mises en œuvre, et en particulier en 2018 aussi, qui font que la mortalité et les accidents ont baissé sur la route dès le début de l'année. Maintenant, pour ce qui concerne le 80 km/h, nous pensons, l'association pense toujours que c'est une bonne mesure, mais nous pensons qu'il est quand même un peu trop tôt pour en tirer des conclusions générales et définitives. On est en tout cas encore loin des objectifs fixés par le gouvernement, 300 à 400 vies épargnées chaque année. On en est encore loin, bien sûr. Il faut quand même noter ce que vous n'avez pas dit, c'est que les chiffres annoncés par le Premier ministre sur l'année, c'est 3259 tués, ce qui est le plus bas historique. Oui, le plus bas historique. Donc ça, c'est quand même très bien. Et si plusieurs dizaines ou centaines de vies ont été épargnées grâce à l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires, eh bien, on ne peut que s'en réjouir. Il y a à peu près 600 km d'axes qui sont concernés dans les Yvelines pour cette mesure du 80 km/h. Est-ce qu'il y a déjà aussi des premiers retours positifs sur la mesure ? Alors, en préparant ce petit entretien, j'ai regardé moi-même les statistiques auxquelles j'ai accès et j'ai pas vu de changement flagrant entre avant et après le 1er juillet, si vous voulez. Mais ça reste, on joue sur des petits nombres, puisqu'en 2018, dans les Yvelines, nous déplorons 49 tués sur la voie publique dans un accident de la circulation, exactement le même nombre qu'en 2017.
C'est une mesure, je le disais tout à l'heure, qui reste assez impopulaire. Elle fait partie d'ailleurs des thèmes voulus par les Français dans le grand débat national. Des possibles aménagements ont été évoqués par Emmanuel Macron et lundi, Édouard Philippe a jugé légitime d'en discuter de cette limitation. Est-ce qu'il faut l'ajuster, cette mesure, à votre avis ? Alors vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, quand vous m'aviez interrogé là-dessus, j'avais estimé que l'association soutient la mesure, mais on pourrait quand même s'appuyer davantage sur les acteurs locaux. Les préfets, les conseils départementaux, les maires, qui eux connaissent leur territoire et savent bien normalement où sont les endroits dangereux. On leur fait confiance dans un tas d'autres domaines, on leur délègue tout un tas de choses. Ça me semblerait normal qu'on les consulte aussi sur les limitations de vitesse. Et d'ailleurs, le gouvernement réfléchit à donner la main à ces conseils départementaux pour qu'ils agissent au cas par cas selon les situations sur certaines routes. C'est une bonne chose selon vous ? Oui, avec le risque quand même, l'inconvénient, c'est qu'on va voir se multiplier les panneaux. Ce qui est aussi quelque chose qui est assez mal supporté par nos concitoyens, à juste titre. On a trop de changements de limitation de vitesse sur une route, sur un certain nombre de kilomètres. On passe du 110 au 90, 70, etc. Maintenant, on ajoute le panneau 80. Ça va encore créer un panneau supplémentaire, donc de la gêne supplémentaire. On va suivre l'évolution, en tout cas, des débats sur ce thème. Merci Jean-Yves Petit d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du comité des Yvelines pour l'association Prévention Routière. Merci. Au chapitre politique, c'est bien un Yvelinois qui conduira les Républicains aux Européennes de 2019. François-Xavier Bellamy, 33 ans, a été désigné tête de liste du parti. Le nom du maire adjoint de Versailles a été définitivement arrêté hier mardi lors d'une commission nationale d'investiture. Il sera accompagné d'Agnès Séverin et de l'ex-jupéiste Arnaud Danjean, respectivement en 2e et 3e position. Des colistiers renouvelés à 50% sur les 20 premières places de la liste. On ne connaît pas d'ailleurs pour le moment le détail, mais François-Xavier Bellamy souhaite rassembler. Il était ce matin l'invité de nos confrères d'LCI. J'ai jamais cru à l'opposition de l'ancien et du nouveau monde. Et moi, je ne crois pas que la jeunesse soit une qualité en soi. Je ne crois pas non plus que être nouveau soit forcément une vertu. Je pense qu'il y a une fécondité dans l'alliance tellement nécessaire entre des idées nouvelles, une imagination, une créativité, mais aussi une expérience, une stabilité, une capacité de comprendre aussi la complexité des enjeux européens. Parce que il faut que les électeurs sachent que ce qui se joue dans ces élections, c'est la représentation de la France dans des institutions très complexes et la défense des intérêts de notre pays et la défense des intérêts de l'Europe. Le nom de François-Xavier Bellamy a été avancé par le président DLR Laurent Wauquiez, un choix qui ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Des cadres de la formation de droite comme l'Yvelinois Gérard Larcher ont émis des réserves quant au profil conservateur du philosophe qui est un anti-mariage pour tous et un anti-IVG. Le président du Sénat était ce matin dans les 4 vérités sur France 2. François-Xavier Bellamy, pour moi, il ne coche toujours pas toutes les cases pour être une tête de liste, pour rassembler une famille politique qui est diverse, dans lequel les valeurs qu'il peut porter sont respectables. Mais ce qui compte avant tout, c'est le projet européen. Quelle Europe nous voulons ? Une Europe qui a les frontières reconnues, une Europe qui gère en même temps la fin du multilatéralisme avec les États-Unis partis, la Chine et la Russie qui se partagent le monde à 3. La seule réponse, elle est l'Europe. Élection européenne programmée le dimanche 26 mai prochain. La commune de Poissy a organisé hier mardi sa première réunion dans le cadre du grand débat national. 2 thèmes au programme de la soirée, démocratie, citoyenneté et fiscalité. Dépenses publiques, des échanges animés par 2 spécialistes du débat public. Un récit signé Nicolas Dantry. Les Français parlent aux Français, des échanges dans le respect au forum Armand Peugeot à Poissy. La première soirée organisée par la commune dans le cadre du grand débat national. Pendant 3 heures, une centaine de citoyens a échangé sur les institutions, les finances publiques et sur des thématiques libres. L'ensemble des Pissiacaises et des Pissiacais, les habitants de Poissy, veulent s'exprimer. Et ils veulent s'exprimer comme ils s'expriment dans le cadre du quotidien avec les collègues élus que nous sommes ici à Poissy. Ils veulent de l'expression directe. Ils ne veulent pas forcément des thèmes imposés. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait des thèmes libres également. Et on l'a vu ce soir, on peut ne pas être d'accord. Des désaccords notamment sur l'allongement de l'âge du départ à la retraite, mais aussi des convergences sur la volonté de transparence et de participation des citoyens dans les décisions politiques. J'ai vu des gens passionnés par la politique et moi ça fait 15 ans que je vote et c'est la première fois que je vois autant de gens qui sont intéressés par la politique. Ça me donne de l'espoir de voir les gens s'impliquer autant. Évaluation des réformes, renforcer la décentralisation ou supprimer le CICE pour les grandes entreprises. De nombreuses propositions émises durant la soirée. Les élus
par rapport à leurs concitoyens, qu'il n'y ait pas de verticalité comme ça a été dit, et donc qu'il puisse y avoir un échange entre associations et élus pour l'intérêt général. Je suis élu parce que j'avais un souci avec le mécanisme d'impôt sur le revenu tel qu'il existe actuellement, parce que je pense qu'il est totalement injuste, incompréhensible, qu'il devrait être mis à plat complètement pour être beaucoup plus citoyen et beaucoup plus égalitaire. De mon point de vue, il n'y a absolument aucune différence entre un euro que vous percevez à travers un salaire ou une pension et un euro que vous percevez à travers une subvention ou une prime qui vient de l'État. Donc je pense que les deux devraient être fiscalisés. Prochain rendez-vous mardi 5 février au théâtre de Poissy avec au programme la transition écologique et l'organisation de l'État. À Saint-Germain-en-Laye, les 11 députés yvelinois de la majorité présidentielle ont présenté récemment leurs vœux. C'était au Manège Royal avec la présence de la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson. Les parlementaires ont chacun leur tour fait un bilan de leur action sur plusieurs réformes de 2018. L'occasion aussi d'évoquer la contestation des Gilets jaunes et la réponse apportée par le président de la République au travers du grand débat national. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. On a eu une activité parlementaire extrêmement intense avec des grandes réformes qui fixent les jalons de notre politique publique et que nous comptons mener sur plusieurs années. Et donc en fin d'année 2018, un petit peu perturbé parce que nous avons bien senti que le rythme auquel nous étions habitués depuis l'arrivée en responsabilité, eh bien peut-être que ça allait un petit peu trop vite. Ce mouvement citoyen exprime une colère. Il faut l'entendre, nous l'avons entendu et c'est ce qui donne lieu à ce grand débat national qui s'ouvre pour effectivement faire le constat de ce qui ne va pas et voir les propositions qui émergent. La suite de notre dossier de la semaine sur la solidarité dans les Yvelines. Après avoir fait la connaissance des bénévoles, partons à la rencontre des bénéficiaires. Elles sont plus de 13 000 personnes accueillies par exemple par les Restos du Cœur des Yvelines. Portrait de l'une d'entre elles qui se rend une fois par semaine à l'antenne de Rambouillet. C'est signé Marilène Pichino. Une fois par semaine, Marie-Laure Miro se rend au centre des Restos du Cœur de Rambouillet. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. Un rendez-vous pour lequel elle a ses habitudes. Les sacs de prêt, comme ça on perd pas de temps. Comme chaque bénéficiaire des Restos du Cœur, elle est accompagnée d'un bénévole qui l'aide à composer son panier en fonction du nombre de points dont elle dispose pour elle et son fils. Alors là, on donne la viande, donc on nous propose un peu de surgelé et du frais. Une fois le caddie plein, Marie-Laure a pour habitude de rester pour un café. Elle échange avec les bénévoles et les autres bénéficiaires qui la connaissent bien. Je souris tout le temps, moi. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Il y a 2 ans, Marie-Laure subit 2 lourdes opérations entraînant des arrêts de travail prolongés. Auxiliaire de puériculture, elle ne peut plus porter d'enfants. Elle est reconnue travailleuse handicapée. La microcrèche pour laquelle elle travaille la licencie pour inaptitude physique. C'était très difficile pour moi. Parce que du jour au lendemain, j'ai perdu mon métier et puis mon envie d'exercer, c'était une passion pour moi. Sa pension d'invalidité de 2e catégorie de 544 € par mois et son allocation retour à l'emploi d'environ 180 € par mois l'aident mais ne suffisent pas. Plus que des paniers alimentaires, les Restos du Cœur lui ont apporté du soutien dans cette épreuve difficile. La joie, l'espérance, et puis ils nous redonnent un punch formidable, parce que quand on est un peu déprimé et tout, ils arrivent à nous sortir la tête de l'eau, disons. Parce que j'ai fait le tricot, mais ça fait aussi trichothérapie, parce que... Marie-Laure n'a jamais perdu le sourire grâce à l'aide de son chien Nacho et de son fils Vincent, avec lequel elle entretient une grande complicité. Tous deux ont pu assister à un spectacle au théâtre des Champs-Élysées offert par les Restos du Cœur. On a eu des fous rires avec mon fils et mon ami du Resto du Cœur aussi qui était venu avec nous. Alors voilà la fameuse photo avec un fou rire. Pour Marie-Laure et son fils, la situation s'est améliorée. Elle a retrouvé un emploi adapté à son handicap. Elle aide un enfant autiste dans son programme scolaire 20 heures par semaine. Avec ce revenu supplémentaire, plus besoin de se rendre au Resto du Cœur. Elle tient à laisser sa place à d'autres personnes dans le besoin. Ils font tellement de choses pour nous que, je vais vous dire, on les remercie pas par l'argent, mais on les remercie par des petits gestes. Je suis émue
parce que c'est des gens mais formidables. Ben alors, tiens, bah toi aussi. Le mercredi, jour de notre traditionnelle visite dans les cinémas du coin, focus ce soir sur la programmation du Ciné 7 à Elancourt. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine au Ciné 7, un large éventail de films à voir ou à revoir. Je dis à revoir parce que toujours à l'affiche, Bohemian Rhapsody, le film phénomène qui raconte une partie de la vie du groupe Queen et de son leader. Donc toujours à l'affiche cette semaine, il y a des gens publics qui sont déjà venus voir 4, 5, 6 fois. Donc on continue à diffuser Bohemian Rhapsody. Et puis surtout en sortie nationale, le très attendu, paraît-il, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, avec Christian Clavier notamment, donc succès attendu de l'année 2019, mais aussi La Mule, le très bon thriller, on va dire sentimental, de Clint Eastwood, qu'on n'avait pas vu à l'écran, 88 ans, Clint Eastwood, qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis longtemps, donc il reprend son rôle un peu de personnage bougon qui n'en fait qu'à sa tête, c'est assez savoureux. Et puis aussi The Happy Prince, alors ça c'est un film qui raconte l'histoire de la vie d'Oscar Wilde, il passe dans très peu de salles, donc venez le voir, c'est un film de Rupert Everett, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis longtemps, avec Rupert Everett. Et pour les plus petits, en avant-première dimanche matin à 10h30, le très attendu aussi Ralph 2.0, et aussi le très joli manga japonais Mirai, ma petite sœur, que vous pouvez aller voir cette semaine sur nos écrans. Mélanie Poquet est avec moi sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Pas de coup de cœur culture ce soir, ça c'est le mardi. Vous venez nous parler de sport électronique ou plutôt de e-sport, des compétitions, des clubs d'entraînement et des fans de jeux vidéo peuvent pratiquer leur passion dans les Yvelines. Et oui, alors avant de parler du département, quelques chiffres. L'e-sport, c'est un marché qui grandit d'année en année. En 2018, il est estimé à plus de 900 millions de dollars. C'est près de 300 millions de plus que l'année précédente. En France, les joueurs réguliers seraient environ 400 000 et 1 millier d'entre eux seraient professionnels. Et du coup, est-ce que les Yvelines sont concernées ? Et oui, pas plus tard que le week-end dernier, à Versailles se tenait la 2e édition du tournoi Hearthstone. Alors c'est un jeu de cartes à collectionner en ligne, un jeu gratuit qui s'inspire de l'univers de Warcraft. Alors il y a autant de genres différents qu'il y a de jeux, et au mois de septembre, au Bergenville, un club d'entraînement s'est lancé. Ils sont encadrés puisque y a des coachs qui viennent régulièrement leur faire des séances d'entraînement. Donc c'est à la charge de ces coachs de leur donner des nouvelles techniques ou en tout cas une nouvelle vision sur le jeu pour justement s'améliorer et s'aguerrir et participer aux plus belles compétitions. C'est vrai que moi je suis plutôt un passionné de FIFA. Dans ce club, on joue d'ailleurs à FIFA mais aussi à Dragon Ball. À quoi ressemble un entraînement ? Et en fait, ils en ont de différents types, mais qui ressemblent à un entraînement de sport traditionnel, on va dire. Alors ça dure 3 heures, 2 fois 1 heure et demie, des entraînements techniques et sportifs avec des conseils notamment de maintien du corps dont il faut prendre soin. C'est l'arme pour jouer. Ce soir-là, ils travaillaient plutôt le mental avec leur coach. Il s'appelle Alix Dulac. C'est un ancien joueur professionnel mais qui est toujours dans le circuit et il est aussi journaliste e-sport. Leur expliquer au maximum quelle est l'ambiance lors d'un tournoi, les préparer, beaucoup de préparation mentale et ensuite en match de vraiment corriger les erreurs pour qu'ils puissent faire le plus de matchs presque parfaits parce qu'il n'y a jamais de match parfait. Alors actuellement, le plus jeune joueur compétiteur de la team a 11 ans, le plus âgé en a 27 et leur but cette année, aller à la Gamers Assembly qui se déroule du 20 au 22 avril à Poitiers, affaire à suivre. Merci Mélanie pour cette chronique et on referme d'ailleurs ce journal avec d'autres geeks. À Voisins-le-Bretonneux, le dernier salon Warhammer s'est ouvert à d'autres aspects de la pop culture le week-end dernier. Parmi les nombreuses animations proposées, un escape game sur le thème d'Harry Potter. Marilyn Yapichino et Michael Elmidoro ont enfilé leur cape. Une entrée dans la chambre des secrets. Pour son salon pop culture, le centre Alfred de Vigny accueille un escape game Harry Potter. Le principe de cet escape game, c'est en fait de sauver la nièce du professeur Pontil, qui a été accusé à tort d'avoir fait plein de mauvaises blagues au ministère de la Magie. Et en fait, c'est un camarade de classe qui a voulu lui jouer un tour et ça s'est mal tourné. Et en fait, il faut qu'elle prouve son innocence. Là, on doit justement allumer avec le bâton magique la lumière noire. On va être dans le noir.
et il s'est trouvé les indices sur la punition. Les plumes magiques sont interdites en examen, en espérant qu'on trouve l'indice. Attendez, les lettres elles sont entourées. L'équipe recherche et décrypte les indices pour achever cette première étape. La seconde salle leur est ouverte, seulement 2 équipes sont arrivées jusque-là durant le week-end. Elle était difficile, mais on a réussi et c'était très bien. Son salon spécialisé Warhammer s'essoufflant, le centre Alfred de Vigny a décidé cette année de s'étendre à la pop culture pour ses premiers Alfred Heroes Days. Des animations autour des univers de Harry Potter et Star Wars, des conférences, des concerts, des stands de passionnés, les activités étaient variées sur les 2 jours. J'ai vu des jeunes que je vois toute l'année lors de nos autres activités venir cosplayer avec des petits accessoires et qui sont venus parler de leur passion, qui ont osé se montrer comme ils ne le feraient pas dans le reste de l'année. Donc j'espère que ça se renouvellera, oui. Au total, plus de 200 personnes sont venues explorer les facettes de la pop culture à Voisins-le-Bretonneux ce week-end. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, ne manquez pas le retour du 7-8 débat. Belle soirée avec TV78.